Bonsoir tout le monde. Bienvenue, je m'appelle Elisabeth Anne Cleave et je suis la directrice des communications chez Vascar. C'est un honneur pour moi de vous rejoindre ce soir au nom du Conseil des fiduciaires du régime de retraite, des enseignants du Nouveau-Brunswick. Avant de continuer, il est vraiment important de reconnaître les terrains sur lesquels nous nous réunissons. Bien que nous nous réunissons en virtuel, notre équipe, accompagnée du Conseil des fiducies et des présentateurs aujourd'hui, se trouve à travers notre belle province du Nouveau-Brunswick. Nous reconnaissons respectueusement que le Nouveau-Brunswick est situé sur les territoires traditionnels non cédés et non abandonnés des peuples Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy, et nous nous engageons à restaurer, à reconstruire des relations significatives avec les peuples autochtones et à honorer ces terres porteuses des espoirs de générations à venir. Il y a trois présenteurs qui sont avec nous ce soir. Larry Jimson, président du Conseil des fiduciaires du régime de pension. Larry a passé plus de 40 ans dans le secteur d'éducation publique et après plusieurs années d'enseignement et même directeur comme directeur d'école, elle a eu plusieurs rôles avec la NBTA, y compris directeur exécutif, un rôle qu'elle a détenu jusqu'à sa retraite assez récemment en 2022. Yves Claude, actuaire et partenaire avec TELUS Santé, l'actuaire indépendant du régime, et Sean Hewitt, le président et PDG de Vescore, le gestionnaire du régime et administrateur des services. Ensemble, Larry, Yves et Sean vont nous rappeler l'histoire du régime et une mise à jour sur la santé financière du régime aujourd'hui. Après la présentation, ils resteront en ligne pour répondre à autant de questions que possible, mais n'hésitez pas à soumettre ces questions dans la case questions que vous verrez au bas de votre écran. Nous allons répondre à autant de questions que possible qui ont été soumises d'avance. Merci de les avoir envoyées. Également que se joignent à nous, il y a les membres du Conseil des fiduciaires. Si vous voulez en apprendre plus au sujet de ces personnes ou du régime de pension, veuillez visiter mtp.ca/conseil. Également, vous pouvez conseiller ses biographies nvtp.ca/AEL 2025. Larry Jameson, qui vous parle la parole, le président. Marcel Larocque, enseignant à la retraite et vice-président. Et directeur général, Robert Fitzpatrick, enseignant à la retraite, qui a eu des rôles comme président et directeur général de la NBTA. Rémi Gauthier, enseignant directeur du service aux membres de la FNB. Nathalie Kenny, conseillère avec le ministère des Finances et du Conseil du Trésor. Daniel Lee White, sous-ministre adjoint à la retraite, également au ministère des Finances et du Conseil du Trésor. Jennifer Morrison, trésorière de l'Université du Nouveau-Brunswick, et Robert Penny, sous-ministre adjoint des services corporatifs au ministère de l'Éducation et de l'Éducation de la petite enfance. Également avec nous, il y a les observateurs du Conseil, Michael Ketchum, enseignant à la retraite et récemment retraité de l'équipe de services de bien-être des enseignants, et Kerry Lepke, enseignant et directeur général et porte-parole de NBTF, FNB, c'est-à-dire. Merci d'être à nous. Et sans autre délai, ça fait plaisir d'accueillir Larry Jimson, président du Conseil, pour nous faire des perceptions de l'historique du plan. Larry? Merci, Liz. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être de retour avec vous ce soir. Et je suis heureux qu'on ait eu les chiffres qui se joignent à nous, que nous avons. Je crois qu'il s'agit d'une session très importante pour apprendre plus au sujet de votre régime et de l'historique qui a aidé et les aspects particuliers du régime même. Avant d'accueillir les présentateurs ce soir, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de l'histoire du régime, ce qui a mené à la réforme, à la refonte qu'on a eue en 2014, ce qui s'est passé comme résultat de cette refonte et là où nous nous trouvons aujourd'hui. J'espère que la plupart de vous le savez, nous avons eu un régime de pension des enseignants Nouveau-Brunswick depuis 1910. Ça a plus de 115 ans. En 1990, le régime des pensions des enseignants était sous-financé de 900 millions de dollars et était financé qu'à environ 45 %. À ce moment, une entente a été atteinte avec le gouvernement provincial pour s'assurer que la portion non financée sera couverte par des paiements spéciaux faits par le gouvernement.
bien que le taux des contributions ont été augmentés pour les enseignants et les employeurs. L'objectif ultime de cela visait à avoir le régime pleinement financé d'ici 2017. En réalité, en l'an 2000, le régime est passé dans un domaine de surplus. Cependant, une baisse de l'économie, le régime est retombé en déficit et des paiements supplémentaires ont été recommencés par le gouvernement en 2003, y compris un paiement supplémentaire par le gouvernement dans l'objectif que le régime soit pleinement financé en 2017. Pendant des années, les régimes de pension à prestations définies de par le monde connaissaient des pressions croissantes. Cette pression était inquiétante et ont commencé à frapper près de chez nous lorsque deux régimes significatifs ici au Nouveau-Brunswick ont fait faillite, laissant leurs membres avec des pensions réduites ou aucune pension du tout. Certains de vous allez rappeler que c'était des régimes privés à Sainte-Anne-Nakawik et chez Frasers. En 2010, comme résultat, le gouvernement provincial a nommé un groupe d'études sur les pensions avec l'objectif de rendre les pensions sécuritaires, durables et abordables. En 2011-2012, le gouvernement provincial a commencé à promouvoir l'idée de régime à risque partagé, également d'agrandir le mandat du groupe d'études pour inclure les régimes du secteur public ainsi que les secteurs privés. Bon nombre de facteurs ont placé le régime de pension des enseignants à certains risques. Les gens vivaient et continuent de vivre plus longtemps et nous vivions des taux d'intérêt extrêmement bas à ce moment-là et ils ont continué malgré la hausse il y a quelques années. Les principes comptables changeaient et le gouvernement ne voulait plus contribuer plus de 100 millions de dollars annuellement en contributions supplémentaires. Comme l'examen du régime de pension des enseignants s'est déroulé en début 2014, le régime de pension des enseignants avait un niveau de financement de 89,5 et la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick est devenue convaincue que sans les contributions supplémentaires de la part du gouvernement, le régime était un régime qui coûtait trop cher, qui n'est pas durable ni abordable à long terme. Il fut clair que trop était à risque et certains changements au régime devaient être portés. En entrant dans ce processus de réforme, la Fédération a établi des objectifs qui, s'il y avait une conversion qui aurait lieu, certaines stipulations du régime devaient être protégées. Et cela comprenait l'index de l'admissibilité de la retraite anticipée, qui était unique à notre régime par opposition à un âge spécifique comme d'autres risques, régime, pardon, risque partagé. L'admissibilité de l'âge à la retraite, les enseignants ne croyaient pas qu'il était acceptable. Les règlements sur l'achat de services devaient être maintenus. Alors, les enseignants pouvaient racheter un service qu'ils avaient mérité, mais n'avaient pas pu payer pour cela. Une augmentation modeste des contributions serait requise. Nous savions que ça allait être requis, mais l'impact devait être raisonnable pour les enseignants enseignantes. Afin que ce soit possible, des décisions difficiles et des concessions ont dû être prises. Et nous avons rentré dans une variété d'établissements de coûts des régimes pour déterminer la responsabilité des différentes stipulations au sein du régime. Et en fin de compte, nous avons eu la tâche de tenter de trouver environ 250 millions de dollars de passifs pour être enlevés du régime pour des changements, pour des stipulations au régime. Et certains de ces changements, des changements à la règle de changement d'âge index, c'est pas acceptable. Les contributions accrues raisonnables seraient acceptables parce qu'il fallait payer pour ce que nous méritions, nous gagnions. Alors, nous avons repassé à travers ce processus et au mois de mars 2014,
Les partis ont atteint une entente, les partis étant le gouvernement provincial et la FENB, sur la conception du régime des taux de contribution et sur la gouvernance du régime et sur les ajustements au mélange d'actifs. Et en 1er juillet, le régime a été converti par mesure législative où le régime, sur la loi sur le régime des pensions des enseignants a été absolu et remplacé avec le régime de pension de retraite des enseignants. Alors, 2014 à aujourd'hui, globalement, les résultats de cette conversion ont été très positifs pour le régime. Aujourd'hui, notre régime est pleinement financé avec un financement excédentaire pour nous protéger encore plus lors des moments difficiles économiquement. Nous avons pu apporter de petits changements au régime depuis 2014 avec ce niveau de financement nous a donné cette flexibilité pour le faire et plus récemment l'enlèvement de l'article 5.6 qui permettait des contributions plus élevées, un calcul desquels des pensions a pu être approuvé par les partis. Notre régime également l'indexation aux membres à chaque année depuis la conversion sans avoir un impact sur ce statut de financement du régime. Et ça, c'est une attente du régime en autant que le régime soit dans une position financière de pouvoir le faire. Il s'agit de résultats positifs, plus particulièrement considérant certains des régimes de nos pairs n'ont pas d'indexation et ne l'ont pas eu depuis des années et ne l'auront pas pour l'avenir. Une indexation permet à notre régime de garder le pas de façon raisonnable avec l'inflation. Et dans certains cas, d'autres régimes ne sont pas pleinement financés et restent à risque, bien sûr. Nous allons changer de concentration pour vous offrir une mise à jour sur la santé du régime aujourd'hui. Notre première conférence invitée dans ce domaine, c'est Yves Claude, actuaire et partenaire avec Établis Santé, l'actuaire indépendant du régime. Un actuaire est un expert dans les mathématiques et de la finance. Yves et son équipe ont étudié le niveau de financement du régime, effectué une série de tests de gestion des risques et beaucoup plus afin d'examiner la santé financière du régime sur une base annuelle. Bienvenue, Yves. Merci, Larry. J'espère que vous m'entendez bien. Et merci. La leçon historique, c'est toujours bien de nous rappeler ce que nous avons vécu depuis plusieurs années. La plupart de nous n'étions pas là en 2010, mais en 1910, mais c'était un peu d'information pour moi, en 1910. C'est mon plaisir d'être ici ce soir pour présenter un sommaire de la situation financière de votre régime, le régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. Alors, je vais commencer aujourd'hui avec un résumé rapide de la participation au régime, si on parlait à la prochaine diapo. On va réviser l'évolution de l'actif au régime, donner une revue brève de l'évolution des actifs du régime et sa provision actuarielle, passer en revue le niveau de capitalisation, non seulement en décembre 2024, mais dans un passé récent. Je vais ensuite présenter les grandes lignes des actions prévues à la politique de financement, incluant l'atteinte d'un niveau de capitalisation qui a permis aux fiduciaires d'accorder une réduction de cotisation. Et je finirai ma présentation avec les résultats du test de gestion des risques et vous fournirai de l'information concernant l'enregistrement au coût de la vie qui a été accordé par le régime au 1er janvier 2026. Alors, commençons par la participation au régime. Le nombre de participants actifs indiqué par les barres vertes. Après s'être stabilisé au cours de 2019 et 2021 à environ 8 500, mais a maintenant augmenté au cours des 3 dernières années pour atteindre un niveau de plus de 9 100 participants actifs. Le nombre de retraités, indiqué par la barre bleue, a continué de s'accroître, mais à un rythme beaucoup plus lent qu'auparavant, car les baby boomers ont, pour la plupart, pris leur retraite. Le régime
compte un nombre de retraités juste au-dessus de 9 900 membres. Depuis bien des années, la proportion de participants retraités au régime comparée au nombre de participants actifs n'a cessé d'augmenter. Toutefois, nous avons vu une stabilisation de cette proportion ces dernières années et prévoyons que la portion du nombre de retraités comparé au nombre de participants actifs demeurera assez stable à partir de maintenant. Il est sain pour le régime de voir son nombre de participants actifs augmenter, comme cela fait depuis ces 3 dernières années, car cela ralentit la maturation naturelle du régime, ce qui réduit en retour le risque global associé au versement des prestations. Du côté des actifs, la caisse de retraite, indiquée par les barres vertes, a augmenté de façon considérable depuis 2013, passant d'environ 4,6 milliards de dollars à ce moment à son niveau le plus élevé à date. La caisse de retraite est maintenant tout près de 7,5 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Après une réduction des actifs en 2022, ceux-ci ont rebondi et se trouvent maintenant à 7,48 milliards de dollars, tel que mentionné. Le rendement des placements pour l'année 2024 s'est élevé à 12,65 Grâce à ce rendement exceptionnel, la caisse de retraite s'est redressée et la situation financière du régime a atteint son niveau le plus élevé, comme nous verrons plus tard. Sean Hewitt de Vescore fournira plus d'informations sur cette performance exceptionnelle lors de sa présentation pour l'année 2024. Maintenant, afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec sa provision actuarielle et son passif. La provision actuarielle ou le passif représente combien d'argent nous croyons devrait être dans la caisse du régime au moment de l'évaluation actuarielle afin de pouvoir payer toutes les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date de l'évaluation. Pour calculer la provision actuarielle, soit les barres rouges dans le graphique, nous avons besoin de faire plusieurs hypothèses concernant l'avenir. Une des plus importantes hypothèses est le taux d'actualisation que nous utilisons pour évaluer le passif de votre régime. Ce taux représente notre estimé à long terme des revenus de placement espérés pour le futur. Il est utilisé pour actualiser, à la date d'aujourd'hui, tous les bénéfices futurs prévus par le régime. Nous utilisons un taux d'actualisation de 6,25 par année pour le régime. Et cette hypothèse est une estimation conservatrice et prudente de ce que nous pensons que le régime peut générer sur les investissements au cours des 20 à 25 prochaines années, compte tenu du taux actuel des taux d'intérêt et des espérances de rendement pour le futur. Puisque l'hypothèse est conservatrice, nous croyons en réalité que la Caisse peut générer des rendements légèrement supérieurs au taux d'actualisation à long terme. Comme vous pouvez le constater, la provision actuarielle est passée de 4,6 milliards en 2013, qui était égal aux actifs à ce moment-là, à plus de 6,2 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Si vous portez attention à la grandeur des barres à travers le temps sur ce graphique, vous pouvez remarquer que les actifs du régime ont augmenté plus rapidement que le passif du régime au cours de la dernière décennie. Et les actifs qui maintenant excèdent le passif par plus de 1,2 milliard de dollars au 31 décembre 2023. Une autre façon de présenter les résultats est de calculer le coefficient de capitalisation, essentiellement le quotient de l'actif du régime divisé par la provision actuarielle ou le passif. Vous obtenez ainsi le coefficient de capitalisation ou ratio de capitalisation du régime. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ce ratio est resté au-dessus de 100 au cours des dernières années, ce qui signifie que nous croyons qu'il y a suffisamment d'actifs dans la caisse pour couvrir toutes les prestations payables à vie des participants actifs et des retraités. La ratio de capitalisation est en effet passée d'un niveau de 100,2 au 31 décembre 2013 à un niveau de 115,3 au 31 décembre 2023. Ce graphique montre une nette tendance à la hausse du ratio de capitalisation au cours de la dernière décennie. Compte tenu de sa stabilité relative, essentiellement de sa pente ascendante continue,
On pourrait croire que la dernière décennie a été calme et même imprévisible ou tranquille. Mais détrompez-vous, la dernière décennie a été tout sauf calme, prévisible ou sans incident. En réalité, comme vous le savez tous, la dernière décennie inclut la pandémie COVID-19 qui a débuté en mars 2020. Les marchés financiers à ce moment-là ont reculé d'une manière sans précédent, atteignant un creux vers la fin mars 2020, ce qui avait réduit le ratio de capitalisation à ce moment-là à environ 100,9%. Cependant, les marchés financiers ont rebondi presque aussi rapidement qu'ils avaient descendu. Et au 31 décembre 2021, plus d'un an et demi après le début de la pandémie, le ratio de capitalisation était retourné à un niveau de 111,9%. De monter sur le graphique ici. C'était son niveau le plus élevé jusqu'à cette date. Et juste après la pandémie, on se retrouve en 2022. Et comme vous le savez, l'année 2022 a aussi été une période assez instable pour le marché financier. Nous étions encore en train de mesurer les effets de la pandémie qui continuent de causer encore des perturbations majeures dans certaines parties du monde. Il y a eu des perturbations majeures aux chaînes d'approvisionnement. Les prix du pétrole et de l'énergie ont augmenté de façon significative. Et pour compliquer les choses, l'invasion de l'Ukraine par la Russie est aussi survenue en 2022. Tous ces événements ont causé de l'incertitude dans les marchés, ce qui a résulté à des niveaux d'inflation en 2022 et 2023 que nous n'avions pas connus depuis plusieurs décennies. De plus, des hausses significatives des taux d'intérêt promulgués par diverses banques centrales afin de lutter contre cette inflation. Malgré toute cette péripétie, la position financière du régime a quand même terminé l'année 2023 en hausse avec un ratio de capitalisation de 115,3%. Maintenant, pour l'année 2024, vous pouvez voir qu'au 31 décembre 2024, le ratio de capitalisation a continué d'augmenter, atteignant un sommet historique de 119,4%. En 2024, l'inflation est revenue à un niveau plus normal d'environ 2%, ce qui correspond à la cible fixée par la Banque du Canada. Cette réduction de l'inflation a permis à la Banque du Canada, de concert avec son homologue américain, la Réserve fédérale, d'amorcer une baisse des taux d'intérêt. Cette normalisation de l'inflation et cette baisse des taux d'intérêt ont soulagé les marchés financiers et ont procuré de respirer et d'offrir au régime avec un rendement exceptionnel de 12,65% en 2024, comme je l'ai mentionné précédemment. Lorsque le rendement des placements est supérieur au taux d'actualisation utilisé pour calculer le passif, ça signifie généralement une amélioration de la situation financière du régime. Et dans le cas présent, compte tenu du rendement important de 2024, la situation financière a pu s'améliorer de plus de 4%, passant de 115,3% au 31 décembre 2023 à 119,4% au 31 décembre 2024. Le régime, alors, continue de se trouver dans une situation financière très saine. Je vais maintenant passer au français. Les projections actuarielles que nous effectuons pour les fiduciaires révèlent que nous pouvons nous attendre à ce que la trajectoire en hausse du ratio de capitalisation du régime se poursuivra à long terme, comme ce fut le cas au cours de la dernière décennie. Il y aura sûrement des obstacles sur la route, comme on peut s'y attendre, mais vous pouvez être rassuré qu'avec un ratio de capitalisation à presque 120% en date d'aujourd'hui, votre régime est mieux préparé qu'il ne l'a jamais été à faire face aux diverses incertitudes du marché qui pourraient survenir. Parlons maintenant des 3 zones colorées de ce graphique. Les fiduciaires doivent s'assurer qu'une évaluation actuarielle du régime soit complétée au moins tous les 3 ans et qu'un certificat de coût soit complété pour les années qui séparent 2 évaluations actuarielles. À chaque année, les fiduciaires doivent déterminer si une action est nécessaire suite aux résultats des évaluations actuarielles ou des certificats de coût. La politique de financement du régime énumère plusieurs actions que les fiduciaires doivent ou peuvent prendre selon le ratio de capitalisation du régime. On peut séparer le type d'action en 3 catégories qui dépendent du niveau du ratio de capitalisation du régime. Comme vous pouvez le constater, le graphique présente 3 sections de couleurs différentes. Si le ratio de capitalisation se retrouve dans la section en rouge,
les fiduciaires devront adopter des modifications au régime qui vont ramener le ratio dans la section verte du graphique. Lorsque le ratio de capitalisation du régime est dans la section verte, aucune action particulière des fiduciaires n'est nécessaire puisque le régime se comporte tel que prévu. Et finalement, lorsque le ratio de capitalisation du régime se retrouve dans la section bleue, certaines actions favorables aux participants peuvent être adoptées par les fiduciaires, étant donné la bonne situation financière du régime. Comme le graphique le montre, de 2013 à 2023 inclusivement, le régime s'est retrouvé dans la section verte du graphique, ce qui montre que le régime s'est maintenu tel que prévu, même durant les périodes de grande volatilité que nous avons connues. Pour la première fois, le régime se retrouve maintenant, en 2024, dans la section bleue, avec un ratio de capitalisation supérieur à 115 %. Conformément aux termes de la politique de financement du régime, lorsque le régime atteint un ratio de capitalisation supérieur à 115 % au 31 août d'une année, une réduction des cotisations est accordée à compter de l'année suivante. Cette disposition de la politique de financement a permis aux fiduciaires d'accorder, à compter du 31 août 2025, une réduction des cotisations des participants actifs du régime de 1,5 % du salaire, ainsi qu'une réduction correspondante des cotisations de l'employeur de 1,5 % du salaire également. Si vous êtes un enseignant actif, vous devriez avoir commencé à constater l'impact positif de cette réduction des cotisations sur votre salaire net en septembre de cette année. Cette réduction des cotisations restera en vigueur indéfiniment, à moins que le ratio de capitalisation du régime ne redescende en dessous de 110 %. Si le ratio de capitalisation devait un jour retomber en dessous de 110 %, la réduction des cotisations cesserait, ce qui signifie que les taux de cotisation augmenteraient à ce moment-là de 1,5 % du salaire de chaque côté. La politique de financement prévoit divers déclencheurs qui entraîneront la prise de certaines mesures par les fiduciaires en fonction de la situation financière du régime. Revoyons plus en détail certaines des actions qui doivent être adoptées par les fiduciaires selon les 3 sections du graphique. La section rouge au bas représente les actions des fiduciaires si le ratio de capitalisation du régime devait tomber en dessous d'environ 92 % en moyenne pour 3 années consécutives. Dans ce cas, les fiduciaires devront augmenter en premier lieu les cotisations au régime jusqu'à concurrence de 3 % du salaire, partagé de façon égale entre les participants et l'employeur. Si cette mesure n'est pas suffisante pour ramener le ratio de capitalisation au-dessus de 100 % sur les 15 prochaines années, les rajustements au coût de la vie futur devront être réduits ou pourraient être éliminés dans des cas extrêmes de chute prolongée des marchés financiers. Finalement, une réduction des bénéfices est toujours possible, mais seulement en dernier ressort. Un scénario de dépression économique, similaire à celui de la Grande Dépression des années 30, est le seul scénario des derniers 100 ans qui aurait pu causer une réduction des bénéfices payables du régime. Enfin, nous estimons la probabilité d'avoir à réduire les bénéfices dans les 20 prochaines années à 0,1 %, soit bien en dessous de 1 %. Passons maintenant à la section mitoyenne, colorée en vert, qui représente un ratio de capitalisation se situant entre 92 et 115 %. C'est la situation qui a prévalu de 2013 jusqu'à 2023, inclusivement. Donc, dans cette situation, s'il y avait eu des réductions de bénéfices par le passé, ces réductions auraient pu être restaurées. Mais puisqu'il n'y a eu aucune réduction de bénéfices après l'instauration des nouvelles dispositions du régime au 1er juillet 2014, aucune restauration n'est nécessaire. Aussi, lorsque nous nous retrouvons dans la section verte, les rajustements au coût de la vie peuvent être accordés automatiquement. Il n'y a donc aucune action nécessaire des fiduciaires pour changer les bénéfices ou les cotisations. Le régime fonctionne comme prévu. Au haut du graphique, on retrouve la section bleue qui est atteinte lorsque le ratio de capitalisation du régime excède 115 %, ce qui est le cas aujourd'hui. Au-dessus de 115 %, comme je l'ai déjà mentionné, des réductions de cotisation jusqu'à 3 % du salaire, partagées également entre les participants et l'employeur, doivent être adoptées.
comme ça a été le cas à partir du 31 août 2025. Lorsque le régime passera au-dessus de 120 %, les fiduciaires pourront proposer des changements aux prestations du régime selon des règles établies dans la politique de financement. Des mesures de gestion des risques additionnels devront également être adoptées. Le ratio de capitalisation du régime au 31 décembre 2024 a maintenant augmenté à un niveau qui est juste en dessous de 120 %. Cependant, au fin de l'application de la politique de financement, la date importante pour mesurer la situation financière du régime est en fait le 31 août. Le 31 août est la date de fin d'année du régime et c'est la date à laquelle la situation financière doit être établie pour déterminer si les fiduciaires doivent agir en vertu de la politique de financement. Au 31 août 2025, la situation financière n'a pas encore été établie. Toutefois, les fiduciaires ont demandé qu'une évaluation actuarielle complète soit effectuée à cette date afin de garantir que les informations les plus précises soient disponibles pour déterminer si le niveau de 120 % a été atteint. Les fiduciaires ont également créé un sous-comité du Conseil pour évaluer les améliorations potentielles des prestations qui pourraient être proposées par le Conseil conformément à la politique de financement si le ratio de financement atteint ou dépasse 120 %. Les résultats de l'évaluation actuarielle au 31 août 2025 seront disponibles au printemps 2026 et les fiduciaires communiqueront ces résultats à toutes les parties intéressées peu de temps après. Parlons maintenant brièvement du test de gestion des risques. Ce test consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Ce test est effectué lors d'une évaluation actuarielle complète et la dernière évaluation actuarielle du régime a été effectuée au 31 août 2024. Et à ce moment-là, dans 99,9 % des cas étudiés, les fiduciaires n'ont pas à réduire les bénéfices de base du régime dans les 20 prochaines années. Ce score excède le niveau de 97,5 % selon la loi des prestations de pension. Puisque le régime satisfait à ce critère, vous pouvez être assuré que vos prestations sont très sécuritaires. Je vais maintenant terminer ma présentation en abordant le rajustement au coût de la vie accordé par le régime au 1er janvier 2026. Chaque année, dans la mesure où le régime maintient un ratio de capitalisation au-dessus d'environ 90 %, un rajustement au coût de la vie sera accordé. Le rajustement est basé sur la hausse de l'indice des prix à la consommation, qui est en fait une mesure de l'inflation au Canada. C'est calculé par Statistique Canada et, selon le régime, est sujet à un plafond de 4,75 %. Le rajustement accordé au 1er janvier 2026 est basé sur la hausse de l'indice des prix à la consommation pour l'année se terminant le 30 juin 2025. Durant cette période, Statistique Canada a calculé une inflation moyenne de 2,01 %. Ceci signifie que l'inflation est revenue à la normale en rencontrant la cible fixée par la Banque du Canada. Selon les dispositions du régime, les participants actifs vont recevoir le plein montant de l'inflation appliqué sur leur pension accumulée et les retraités et survivants vont recevoir 75 % de l'inflation. Pour les participants actifs, ceci représente un rajustement au coût de la vie de 2,01 % et pour les retraités et survivants, un rajustement au coût de la vie de 1,51 % à partir du 1er janvier 2026. J'aimerais réitérer que le régime pourra continuer d'accorder des rajustements au coût de la vie dans le futur à condition que le ratio de capitalisation du régime demeure au-dessus d'environ 90 %. Ceci veut dire que nous estimons que le régime sera en mesure de continuer à fournir des rajustements au coût de la vie pendant de nombreuses années à venir. J'espère que vous avez trouvé les informations fournies intéressantes et utiles et qu'elles vous ont permis de mieux comprendre la solidité financière de votre régime. Je vous remercie de votre attention. Je demeurerai disponible pour la période de questions. Merci, M. Claude. Et les informations sont toujours disponibles sur le site web du régime. Les résultats clés de gestion des placements de l'administration du RPLM
c'est le gestionnaire et le fournisseur des administrations, des placements. Et c'est le PDG Sean Hewitt. Bienvenue, Sean. Bonsoir tout le monde. Merci de vous être joint à nous. J'ai à peu près 18 mois ici comme président et PDG de Vescore et comme résident du Nouveau-Brunswick. C'est un honneur de vous présenter aujourd'hui comme représentant de votre administrateur du régime et des placements. Un petit rappel, à savoir qui est Vescore, nous offrons des services intégrés, innovants et rentables de gestion, placement, des pensions et des avantages sociaux. On a plus de 160 professionnels situés ici au Nouveau-Brunswick et nous sommes indépendants et à but non lucratif. Et nous rapportons au régime de pension des enseignants et nous appartenons conjointement au régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick et les retraités des services publics. Les fiduciaires qui siègent sur les deux régimes forment la société Vescore et Vescore Inc. et la nomination du conseil d'administration indépendant. Et tous nos membres du personnel sont membres cotisants des régimes. Ce qui veut dire que lorsque vous appelez notre bureau, vous interagissez avec un de nos membres, la personne comprend votre régime de pension tant qu'en tant que professionnel, mais comme contribuant au régime également. On va commencer un petit peu pour les services de pension, les services de gestion des placements. On est responsable pour les placements au quotidien. On se rapporte régulièrement sur le rendement des placements et on fait des rapports réguliers sur la conformité et l'investissement responsable et ses clients. Et on travaille en collaboration avec l'actuaire du régime, réaliser des analyses de la viabilité du régime et des projections diverses. On passe maintenant à la gestion des placements, à quoi ça ressemble. Les actifs depuis l'an dernier, 23 milliards de dollars, qui est le plus grand gestionnaire de placements au Canada Atlantique et un des plus grands à l'échelle nationale. Alors, le plus important gestionnaire de placement au Canada Atlantique est 80% géré du personnel interne de placement au Nouveau-Brunswick ici, et le coût d'investissement sont parmi les plus bas au Canada selon l'étude CEM Benchmarking de 2024, située à Toronto et ailleurs. Une combinaison de notre grosseur et a résulté à des coûts d'investissement comme un des plus bas au Canada Atlantique d'après les études de CEM en 2024. Nos coûts sont à peu près 0,2% pour la grosseur de notre régime. C'est 0,2% sur 23 milliards se traduit en 45 millions de réduction dans les coûts d'administration et c'est donné à nos clients et ses membres. Du régime de pension, c'est une épargne de 15 millions de dollars qui est de 450 pensions. Alors, la gestion des placements au 31 décembre 2024, 7,27 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour le RPNB. Les actifs sont bien diversifiés, les rendements dépassent les indices de référence et soutiennent un état de provisionnement solide. Le risque est géré de manière efficace et c'est toute une variété de placements pour les retours dépassent comme je le disais, les indices de référence et soutiennent un état de provisionnement solide et le risque est géré de manière efficace. Regardons un regard plus profond ici, la composition de l'actif.
Au 31 décembre. Vous trouverez une copie de cette information-là dans le rapport annuel de cette année qui est disponible à l'adresse qui paraît au bas de l'écran. Les placements des composantes de l'actif ici, alors c'est à risque plus bas, tels que les bons d'obligation corporatifs, les structures et les bons d'obligation du gouvernement. On a aussi des retours plus élevés d'obligations à rendement réel et dans l'équité privée et l'équité publique. Et lorsque c'est pris comme portefeuille total, ceci est conçu pour avoir une variété de rendements aujourd'hui, pour aujourd'hui et à long terme. Le rendement des placements, ça sont les résultats à la fin de l'année 2024. En 2024, on a un retour total de 12,65%, qui est modestement juste au-dessus du point de repère pour la période, et c'est un résultat de rendement très fort. On a eu aussi des risques de retour. C'était 6,28% sur une période de 4 ans et 6,97% depuis le 1er juillet de 2014. Alors, le rendement de nos placements ont surproduit et au taux de discompte actuariel. Et ici, on est en octobre de 2025 et ici, c'est un portrait rapide où sont rendus les retours. Ça, c'est jusqu'au 30 juin. On a 3,48% de retour au 30 juin, qui est modestement au-dessus des retours d'investissement pour la période de 1 an. Dans la catégorie, on a eu 10,8% de retour les derniers 12 mois. Il y a eu des résultats relativement plus élevés en dépit de beaucoup de volatilité dans le domaine. Et ça continue à performer très bien comme régime jusqu'à la fin 2025. On passe maintenant à les services d'administration. Maintenant, ce que nous faisons, on répond aux questions courantes à chaque jour que vous avez au sujet de votre régime. On reçoit les cotisations des employés et des employeurs au nom des clients et on va verser des pensions mensuelles, service de paye des pensions, et on répond aussi aux demandes liées au régime de retraite, exemple estimation de pension, retraite, rupture de mariage ou rachat de services. Si vous avez des questions sur ces points-là, appelez notre équipe de services administratifs et ils vont vous aider n'importe quand. Service d'administration, de janvier à décembre 2000, de presque 40 000 membres. En 2024, on a traité plus de 7 000 demandes d'application et le coût par membre est le plus bas au niveau national pour des groupes semblables aux nôtres à 111 $. C'est un coût par participant les plus bas parmi nos groupes. Alors, c'est le plus bas dans notre cercle canadien en 2024, à 111 $ par membre. L'investissement responsable, c'est une partie importante d'investir dans la nature et dans les régimes de pension. On veut être là à long terme. On continue à travailler à incorporer l'environnement et supporter l'investissement responsable. Et là, ça inclut les divulgations financières et climatiques. Alors, ce sont des activités dans lesquelles on participe pour les placements responsables. Alors, nos lignes directrices qui sont disponibles sur notre site web et connectées aux principes de placement responsable des Nations Unies.
plus de détails sur notre politique et les lignes directrices des investissements responsables sont disponibles. Et aussi nouveau pour 2024, le régime de pension des enseignants a donné sa première classe de placement responsable et les stratégies, la gestion de ces placements, c'est très responsable. Maintenant, on va parler de VestCore dans la communauté. On a des partenariats avec l'Université du Nouveau-Brunswick et le personnel très engagé ayant consacré plus de les finances coopératives, la gestion des placements. Et de 26 ans passés, on a commencé un fonds d'investissement des étudiants. Ça a connu une croissance d'un fonds les plus payants au Canada et le personnel très engagé gagne, ayant consacré plus d'heures et ceux qui sont intéressés dans la gestion de placement n'ont pas besoin de déménager hors du Nouveau-Brunswick pour avoir une profession. Alors, c'est des carrières très payantes pour ces étudiants. C'est un ajout. Oui, on encourage notre personnel à se partager et on a donné plus de 1800 heures en bénévolat dans la communauté en 2024. En résumé, VestCore continue de dépasser de manière rentable les objectifs à long terme de ses propriétaires et ses clients, comme prévu. Notre structure organisationnelle et notre modèle de gouvernance sont basés sur les meilleures pratiques du secteur avec le contrôle indépendant. Et nous nous engageons à vous servir davantage dans l'avenir. Pour plus de ressources centrales pour les participants et les employeurs, vous n'avez qu'à nous contacter sur notre site web ou directement à nos bureaux. Merci, Sean. Alors, ce sont les résultats et les détails sur l'ajustement du coût de la vie. Il y a davantage sur ce qu'on a dit sur le régime et va être amélioré et mis à jour dans les semaines qui viennent. Alors, pour votre régime, le point sur la santé de votre régime et si vous voulez vous avez des questions. Ce sont là les présentations formelles pour aujourd'hui. J'espère que vous vous apporterez les points du jour à l'ordre du jour. Le mot de bienvenue et d'ouverture et vous devriez être fiers et rassurés que les résultats présentés ce soir de nos régimes continuent à être résilients, durables, sécurisés et abordables pour vous, les membres cotisants. Alors, c'est géré avec centraide par votre conseil de fiduciaire et les fournisseurs de services. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Les membres de l'équipe de service sont disponibles 5 jours par semaine par appel téléphonique, par courriel ou visite. Et si vous voulez plus d'informations également, n'oubliez pas le soutien de l'équipe de mieux-être de la NBTA, la FNB et la Fédération. Les ressources vous sont disponibles que vous êtes un membre actif ou un membre retraité. On va maintenant passer à la période de questions-réponses qui sera animée par Elizabeth McLeave, directrice des communications avec VestCore. Liz? Et ça peut être une question à TELUS Health, VestCore ou à ceux qui fournissent tous les services. Alors, je vais commencer avec l'une de nos questions reçues. Celle-ci, je vais poser à Larry. Est-ce que ça augmente de 75% alors que les pensions, c'est 100%? C'est relié. Est-ce que c'est quelque chose qui est présenté par la Fédération ou... Merci, Liz.
Ça, c'était une des décisions les plus difficiles qui ont été prises au moment de la conversion du régime. Et c'est les dispositions, c'est les plus dispendieuses comme disposition de tout régime de pension. Parce que c'est des augmentations et c'est composé année après année. Le régime est dans une bonne position financière et je peux vous dire que si ça va être changé ou que ça ne changerait pas. Cependant, si le régime est en mesure de continuer sa position financière forte, comme Yves l'a mentionné, nous approchons 120% de financement. Les fiduciaires ont un sous-comité qui vont explorer plusieurs options qui pourraient être proposées aux parties en cause pour leur considération et ce sera assujeté d'ici à l'automne. Et la réponse présentée à ce moment-là, je ne sais pas ce que ça va être, mais il faudra l'étudier et prendre une décision. Thank you, Larry. Une question qui nous a été demandée ce soir, je pense que celle-ci, Yves, vous devriez être capable de la répondre. Pourquoi nos pensions ne sont-elles pas indexées au niveau du taux de l'inflation? Merci, Liz. Je pense que c'est un peu la même réponse que Larry vient de nous donner en anglais, mais je vais répéter peut-être en français. L'inflation ou la protection complète à 100% de l'inflation, c'est une proposition qui est extrêmement dispendieuse. Le régime offre la protection d'inflation pendant la retraite à 75% de l'inflation. Et même si ce n'est pas 100%, c'est extrêmement compétitif lorsqu'on regarde les autres régimes des enseignants à travers le Canada, surtout les régimes des provinces de taille similaire à celle du Nouveau-Brunswick. Une protection à 75%, vous êtes là en avant de la plupart des provinces au Canada en termes de protection contre l'inflation. Et comme Larry l'a mentionné, étant donné que le régime est très bien financé à ce moment-ci, si on peut continuer à augmenter le taux de capitalisation au-dessus de 120%, il y a certainement des possibilités avec la revue qui est faite par le Conseil des fiduciaires pour suggérer des améliorations. Il y a potentiellement là, une possibilité, comme Larry dit, où il pourrait y avoir des augmentations ad hoc pour rattraper certaines portions d'inflation. Donc, je vais le laisser à ça. Merci, Merci. Yves. Un petit suivi pour toi. Le taux d'inflation à 2,01%, je pense qu'il y a des participants qui posent la question, est-ce que c'est vraiment le niveau du taux d'inflation canadien? Est-ce que l'inflation n'est pas plus haute que ça? Et je sais que vous êtes très bon à expliquer comment c'est calculé. Oui, écoutez, l'inflation est calculée par Statistique Canada. C'est l'indice des prix à la consommation qui habituellement détermine l'inflation. Et c'est la mesure qui est utilisée pour indexer les pensions. C'est totalement indépendant. C'est calculé par le gouvernement, par Statistique Canada. Donc, il n'y a pas lieu de croire que ce n'est pas la vraie inflation, c'est le montant de l'indice des prix à la consommation et ça l'a réellement redescendu au niveau là, cible de la Banque du Canada au cours de la dernière année. Donc, c'est ce qui est publié et c'est disponible publiquement là, sur le site de Statistique Canada. Merci beaucoup, Yves. Est-ce que vous avez des contacts de d'autres provinces pour les régimes de pension? Merci pour ta question. Dans nos districts, on a toutes sortes d'organisations qui fournissent dépendant des organisations, dans les districts qu'elles tombent, ça pourrait être des coûts déterminés par d'autres facteurs. Alors, les questions sur les transferts de pension ou la retraite, alors vous contactez les gens, et c'est 24 heures sur 24. Vous pouvez contacter le personnel de VESCOR pour toute question que vous pouvez avoir.
Maintenant, une autre question. Celle-ci est arrivée et je vais poser la question à Sean. Est-ce que vous allez utiliser le système d'intelligence artificielle pour faire le calcul des pensions? Et comment est-ce qu'on peut se fier à cela? Alors, j'imagine que vous allez vous pencher sur le coût des pensions avec ça. Oui, c'est de répondre à des questions, c'est une partie les plus récompensantes pour travailler avec ceci. C'est une excellente question. Et on a incorporé l'intelligence artificielle dans nos processus. On l'a fait depuis un certain temps. Ça a tendance à être utile pour extraire des solvants des marchés, mais on est prudent. Et ces produits-là peuvent donner des résultats fautifs. Et c'est pour ça et nous croyons que c'est un outil qu'on peut utiliser et c'est une source pour rehausser à long terme et on a besoin de l'utiliser de façon très responsable. Et de plus, on est des investisseurs et des centres de données et c'est jalousement gardé dans l'infrastructure comme partie de nos portefeuilles plus larges et ça demeure quelque chose qu'on est actif dedans comme investisseur. Merci, Sean. Alors que vous avez reçu une autre question d'avance et vous serez peut-être le meilleur à y répondre. Et tout devant avec, par exemple, la rupture avec les États-Unis. La rupture avec les États-Unis, quelles considérations sont possibles à l'avenir? Planification d'avance pour mitiger, atténuer sans de régime de pension, d'une baisse économique et d'un rebâtiment de la concentration de l'économie canadienne. C'est quelque chose auquel nous pensons sérieusement. Nous avons des tests de stress très rigoureux sur votre plan, sur le portefeuille, y compris des scénarios impliquant des baisses économiques sévères. Et nous effectuons une analyse détaillée sur comment le portefeuille réagirait dans différentes conditions du marché. Et cette année-ci, le régime de pension des enseignants, en travaillant avec VSCORE et l'actuaire du régime, effectue un projet de modèle à long terme comme partie du cycle d'examen régulier qui se produit une fois tous les 3 à 5 ans. Mais en plus de cela, nous faisons ces tests de stress et ces scénarios d'une base trimestrielle qui forment partie des rapports que nous partageons et discutons avec le Conseil des fiduciaires et qui informent nos points de vue, à savoir la résilience du portefeuille à bon nombre de différents scénarios du marché. Merci, Jean. Là, j'ai quelques questions sur le changement à l'article 5.6. L'article 5.6, Larry, tu pourrais répondre à certaines de ces questions. Il y a des questions au sujet de combien d'enseignants ont été touchés, quel serait le coût pour changer cela et comment ça pourrait affecter le statut de financement. C'est des choses qui sont faites de façon rétroactive. Il y a des questions. Alors, comment c'est arrivé qu'un enseignant qui reçoit un imprimé avec qui était différent que lorsqu'ils ont reçu la pension qui a été émise? Merci, Liz. Article 5.6 était un des plus controversés. Les questions les plus conservatrices qui ont été au régime de pension depuis sa conversion. On est arrivé au régime avec la conversion et c'était conçu pour assurer, parce qu'il y avait des changements significatifs au régime, que personne ne pouvait bénéficier de ces changements à un plus haut degré qu'il l'aurait eu si ces changements n'étaient pas produits. C'est impossible que dans un an ou deux, une réforme dépendant des circonstances, quelqu'un aurait pu recevoir une pension vu les changements faits au plan qu'ils auraient eu si ces changements ne s'étaient pas produits. L'article 5.6 a été conçu pour empêcher cela. Aucun de nous, gouvernement ni la fédération, avions anticipé ce qui arrivait dans les années qui s'en suivaient. C'était que le coût de la vie, les augmentations du coût de la vie allaient dépasser les augmentations salariales.
Et comme le coût de la vie ont augmenté plus rapidement que les augmentations salariales, cette section est devenue plus problématique. Du fait que le score devait faire 2 calculs à chaque fois que quelqu'un prenait sa retraite, un en vertu des nouveaux règlements du régime et un en vertu de l'ancien régime. Un enseignant recevrait le moindre des deux. C'est devenu partie du financement, du modèle de financement du régime. Et comme gouverneur sur les pensions, mais nous n'avions jamais anticipé que les salaires allaient accuser de retard sur les augmentations du coût de la vie, comme ils l'ont fait. Et plus particulièrement que nous aurions une augmentation dans le coût de la vie que nous avons vu il y a 2 ou 3 ans. Nous n'avions pas vu cela depuis une trentaine d'années. Alors, c'était une énorme surprise. Alors, comme ça se passait de plus en plus, les gens ont été pris par cette section, cet article, ont reçu une pension plus basse que ça aurait pu avoir en vertu des nouveaux règlements du régime. Et sont devenus plus problématiques. Au point où, en fin de compte, presque tout le monde était pris par ça. Donc, le niveau de financement du régime s'est renforcé. Les fiduciaires ont reconnu qu'il s'agissait de problématiques que nous voulions régler. Nous en sommes arrivés avec une proposition qui a été présentée au parti, à la fédération et au gouvernement, qui étaient les seuls partis qui pouvaient faire un tel changement. Et en fin de compte, les partis ont été d'accord que cette section devrait être enlevée du régime et pas utilisée au régime. Et cela, c'est entré en vigueur il y a 1 an, au mois de juin, au début juin, pour l'avenir. Mais avec un œil de question sur pourquoi aller de l'avant et pas rétroactivement. Et c'était mon expérience. Je pense que c'est une pratique assez normale à travers le pays que tout changement et un régime de pension sont toujours faits sur une base pour l'avenir, c'est-à-dire de la date du changement qui est consenti, à compter de ce point-là pour l'avenir, ce sera utilisé. Et de retourner rétroactivement, nous devrions demander jusqu'à quel point et où allez-vous et ces coûts seraient très importants. Alors, il y a un principe qui est appliqué. Nous apportons des changements sur une base de maintenant, pas rétroactivement. Et si le régime est en difficulté financière, une des options que les fiduciaires auraient, ce serait d'avoir les partis d'augmenter leur contribution. Et si vous appliquez le principe de rétroactivité, si vous retournez et demandez aux gens qui étaient au régime à un moment donné, ils sont toujours au régime, des taux de cotisation plus élevés. Je pense que nous ne devrions pas faire cela. Alors, le règlement de passer pour l'avenir, de tourner vers l'avenir, ça vous permet aux actuaires également, avec précision, tenir compte pour la responsabilité des niveaux de financement du régime et ce qu'il faudrait pour les taux de contribution. Alors, c'est une longue réponse, mais j'espère que ça répond à plusieurs des questions que les gens ont au sujet de cet article. Merci, Larry. On a reçu plusieurs questions à ce sujet. Alors, merci bien de ton explication. Nous avons reçu une question. Je pense que c'est pour Yves, je crois. En français, quelle est la dernière fois que le plan aurait dépassé le seuil de capitalisation de 120 Bonne question. De mémoire, je ne crois pas que le régime ait dépassé le ratio de capitalisation de 120 %, certainement pas dans les dernières années, comme mon graphique le montrait. On a commencé à environ 100 après la réforme, et avant la réforme, Larry nous a montré des chiffres qui étaient en dessous de 100 Donc, je crois qu'on est maintenant à un niveau historique jamais réalisé par le régime. Oui, tu as raison, merci Yves. J'aurais pu la répondre ça là, merci, j'y avais pas pensé. Les résultats, vous êtes toujours bienvenus à les voir dans vos bulletins. Ils sont disponibles sur le site web 2 fois par année. Et puis, dans les rapports annuels du régime aussi, vous allez retrouver ces informations à tous les ans. Ils sont disponibles sur le site web rtend.ca. La prochaine question, je vais en poser une. Ken, c'est pour toi de vous être employé pour un certain montant de temps pour être admissible à des prestations de pension en vertu de régime de pension des enseignants. Oui, le score.
investi, vous devez avoir un minimum de 2 ans de paiement au régime. Une fois que vous répondez à cette exigence minimale, vous aurez un droit à une pension mensuelle à la retraite. Et ensuite, vous pourrez prendre retraite anticipée si vous avez un certain âge, index, dépendant de ce que ce serait. Et moi, mais il faut un minimum de 2 ans payé au régime de pension. Et parce que j'étais question de quelqu'un d'autre, comment, dans, avant la retraite que vous devez aviser, quel processus pour aviser? Vous avisez de la retraite. C'est une bonne question. Alors, l'échéancier, on demande 3 à 6 mois d'avance normalement pour aviser votre employeur. Le processus, c'est toujours commencer avec l'employeur, car ce qu'il nous faut, c'est un formulaire de cessation d'emploi. Et ensuite, ils vont vous poser d'autres questions si vous voulez maintenir vos prestations d'assurance, peut-être déduit de votre régime de pension. Une fois que vous recevez toute cette paperasserie, ça va à notre équipe de service qui vous sera envoyée. Mais les échéanciers, 3 à 6 mois, ça donne à l'équipe suffisamment de temps pour faire le calcul. C'est sûr que tous les services soient corrects et précis. Ça vous donne amplement de temps pour prendre une décision sur les options de pension que vous voulez choisir. Aussi, il y a plus d'informations sur le processus de retraite disponible au site web du régime. Question? Ça pour Larry, je crois. Quand je suis à 9 ans de la retraite, quoi je devrais me concentrer pour maximiser le temps qui me reste pour pour les options de ma retraite? Merci, Liz. C'est une bonne question. La chose que je suggérerais, c'est pour la personne de tenter de maintenir un plein service jusqu'à la retraite. Et si vous êtes dans votre dernières 5 années, possible de travailler à temps partiel en contribuant à plein temps. C'est quelque chose qu'on appelle un plan flexible de régime. Vous voulez peut-être rejoindre un de vos membres d'association ou VESCOR pour explorer cela si vous vous trouvez dans cette situation. Si vous avez l'option d'augmenter votre certification, vous pouvez gagner un salaire plus élevé. Et puisque vous avez un salaire plus élevé pour ces années, vos prestations de pension que vous avez méritées seront plus élevées que ce serait autrement. Vous pouvez également avoir le service possible qui peut être racheté au régime, des congés d'absence, des congés maternité non payés, des temps de suppléance, etc. Alors, c'est une bonne idée d'explorer ce que pourraient être ces options de nouveau avec un des membres de l'association ou avec VESCOR afin de déterminer si oui ou non il y a une occasion pour maximiser le service de l'endroit à pension. Merci, Larry. Parce que j'ai quelques autres questions pour toi. Est-ce possible de différer votre allocation de retraite suite à la retraite de 1 ou 2 ans ou ça doit être retiré immédiatement suite à la retraite? C'est une stipulation qui est couverte par la Convention collective, l'article 40.06, qui indique que chaque enseignant pour cette allocation de retraite peut recevoir cette allocation de retraite globalement ou en partie dans l'année exercice financier pour toute année fiscale ou financière. Ici, ça peut être différé. Il n'y a aucune limite à la convention collective sur le nombre de fois que ça peut être différé. Et ça peut être différé globalement, le tout ou une partie. Merci, Larry. Prochaine question. Peut-être pour Larry ou Kate. Il est difficile de prendre une décision de prendre sa retraite sans avoir un estimé précis de la pension mensuelle. Comment peut-on obtenir cette information? Combien de temps ça prend pour la recevoir? Moi, je peux parler sur la partie d'estimer. L'échéancier pour estimer d'environ 60 jours. Nous suggérons que si vous êtes à 1 an ou 2 ans de la retraite, de rejoindre nos bureaux pour demander un estime officiel. Il y a également un outil de ARC pour savoir ce qu'est la position sur ce montant brut que vous offriront. Vous estimez ce considère à votre retraite, votre état de retraite anticipé. Vous verrez toutes les options de pension qui vous sont disponibles. Larry l'a mentionné plus tôt dans la réunion que la NBTA et la FNB jouent un bon rôle pour aider les membres. Là, si vous avez votre énoncé annuel, ils peuvent vous aider à l'estimer lorsque vous avez à 2 ans de la retraite en utilisant le calculateur en ligne. Ils font un bon travail pour aider les membres avec ce processus également.
Merci beaucoup. Question, on a répondu un peu, c'est plutôt, mais est-ce que c'est peut-être transférable potable entre juridictions? Parce que quand tu avais répondu à cette question, oui, il y a plusieurs options. On peut avoir plus d'informations ou des choses ajoutées sur cela. Mais il y a une entente nationale. Je sais, si vous avez du temps d'enseignement de nos provinces, vous faire demande de transférer ce temps-là qui peut aider à augmenter votre service d'âge et d'index et prendre la retraite avec une retraite anticipée. Et récemment, il y a également une attente de transfert avec le gouvernement fédéral et le régime de pension du Canada. Là, si vous avez du temps au gouvernement fédéral, il y a maintenant cette chance de pouvoir transférer ce moment-là également. Ces formules de demande sont sur notre site Web, sur la section des enseignants, le formulaire, vous allez retrouver ça rapidement, mais ce sont les deux options pour transférer certains temps au régime de pension des enseignants. Merci bien, Ken. Prochaine question pour Larry. C'est arrivé ce soir en direct. Larry, est-ce que le fiduciaire tient compte du désir de la plus jeune génération d'enseignants? Il ne s'intéresse pas à contribuer dans le régime de pension des enseignants. C'est ma compréhension que le régime de pension des enseignants est bâti pour avoir des membres actifs et des membres retraités. Merci, Liz. Ayant travaillé dans le domaine des pensions depuis tout ce temps-là que je l'ai fait, je trouve un peu surprenant que quelqu'un suggérerait qu'il ne voudrait pas contribuer à ce que le régime de pension a ciblé et de bénéficier de la contribution de l'employeur, en plus de votre propre contribution pour un revenu à la retraite à venir. Dans cette province-ci, les contributions, l'exigence pour faire des contributions au régime de pension des enseignants fait partie de la loi. Ce n'est pas une question que les fiduciaires peuvent changer ou qu'on peut s'en faire quoi que ce soit, ça a toujours été légiféré. Et les retours pour une personne sur le temps qui reçoivent une pension d'un régime par opposition à possiblement prendre votre argent et de faire quelque chose sur le marché de la bourse, ça dépasse de loin ce que vous pouvez gagner sur le marché de la bourse. Les temps ont prouvé cela. J'ai utilisé l'exemple, j'ai utilisé une retraite avec les enseignants, le calcul du montant de contribution plus intérêt qu'ils ont fait à ce régime de pension pendant leur carrière. Et j'ai comparé cela à combien ils recevraient comme pension sur une base annuelle commençant à la retraite. Et les contributions des enseignants plus intérêts peuvent être rongées dans les 5 premières années de retraite ou moins. Dans le montant de pension que vous recevez, en d'autres mots, tout l'argent que vous avez contribué au régime, plus l'intérêt gagné sur cet argent au régime, sont rongés dans les 5 premières années que vous retournez de nouveau dans votre pension. Chaque année au-delà de cela, ça doit être appuyé par le régime, le retour sur l'investissement du régime et du niveau de financement, et c'est garanti pour le restant de votre vie et possiblement pour la vie de tout dépendant, conjoint ou enfant ayant un handicap. Merci, Larry. C'est vraiment important de se souvenir que la question de vie, de régime de pension, c'est pour toute votre vie. Et là, c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre comme individu. Bien que je Larry, parce qu'on ne peut pas déposer les allocations de séparation dans un compte quoi, ça doit être placé dans un REER et ne pas dans une allocation de retraite nouveau. C'est une stipulation de la convention collective que les enseignants ont avec le gouvernement. Vous pouvez placer votre allocation de retraite dans n'importe quel véhicule d'investissement que vous désirez. La question, cependant, ça devient des impôts, les taxes. Et combien d'impôts sur revenu que vous devrez payer avec Revenu Canada sur ce revenu. C'est important de souligner que l'argent qui va dans un compte libre d'impôts, c'est l'argent après les taxes. C'est l'argent que vous payez la taxe qui a déjà été taxé peut se passer dans un compte CELI ou dans un régime de pension du Canada.
REER, c'est l'argent avant les taxes. Alors, vous faites une contribution à un REER, vous avez un reçu d'impôt que vous pouvez déduire ce montant que vous avez déposé de votre revenu imposable. Et assez souvent, vous avez un remboursement parce que vous avez payé la taxe déjà avant que cette place soit placée. Là, vous pouvez utiliser les deux, mais je vous suggère que quiconque qui considère un CELI par position, compte d'épargne libre d'impôt, consultez un expert de taxes et obtenez de bons conseils et peut-être un planificateur financier et de bons conseils financiers avant de prendre ces décisions. Qui peut recevoir une allocation de retraite? N'importe quel enseignant qui a travaillé dans cette province en contrat pour 5 années consécutives et immédiatement avant la retraite est admissible à une allocation de retraite. Cette allocation de retraite, c'est 5 jours de paie pour chaque année de service contractuel, un maximum de 125 jours. Et c'est gagné sur tout le service contractuel d'enseignement dans la province, peu importe où vous avez gagné ce service dans le système public. Alors, ce n'est pas confiné à un district, c'est dans n'importe quel district, mais c'est dans le système public et ça doit être sous contrat. Merci, Larry. Nous avons plusieurs questions pour le rachat de service. Kent, demandé si tu pourrais répondre à cette question. C'est la dernière question pour ce soir. Comment rachetez-vous votre temps de notre droit à pension et combien d'années de service pouvez-vous racheter? Est-ce qu'il y a une limite? Par exemple, avez-vous le droit de racheter 4 années si vous avez eu un congé maternité, congé médical, 2 années sans solde? C'est une genre de question. Alors, semblable, le processus de retraite, c'est commencer avec votre employeur et vous aiderait à considérer les congés que vous avez peut-être eus. Ils doivent confirmer votre salaire au moment de la demande parce que ça, c'est utilisé dans le calcul des coûts. Et le rachat, il y a des limites sur un congé sans solde. Il y a une limite de 2 ans sur ces congés, mais à part cela, le congé maternité, il n'y aurait pas de plafond, là. Alors, c'est une base individuelle, bien sûr. Et lorsque nous considérons l'établissement des coûts, on considère votre profil entier pour voir si vous avez déjà racheté du temps auparavant. Mais ce que je suggère, c'est d'avoir du temps avec votre employeur. Il faut aider à offrir la preuve et nous envoyer cela à côté de là. Nous allons faire le calcul des coûts et vous retournerons. Et ces coûts sont bons pour 90 jours, à 90 jours de là où la lettre est envoyée. Et si vous ne désirez pas de racheter, ce n'est pas une inquiétude. Ces coûts, ça peut faire une demande à une date ultérieure. Alors, ça dépend du genre de service que vous voulez racheter à certaines limites, ce qu'on appelle autres congés. Mais on considérait votre profil en entier lorsque nous avons cette demande et sera envoyée à nos bureaux. Bon, merci beaucoup, Ken. Et merci tout le monde de vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe. Pour notre période de questions pour ce soir. Si nous n'avons pas répondu à vos questions, nous vous contacterons avec une réponse dans les jours à venir. Et comme je l'ai dit, ne vous gênez pas de vous envoyer des questions dans les prochains jours ou n'importe quel temps. Merci beaucoup. Merci, Liz. Voilà qui m'a fait à la réunion ce soir. Un rappel que l'enregistrement sera disponible sur le site web du régime dans les jours à venir. Si vous avez d'autres questions, comme Liz vient de mentionner, n'hésitez pas à nous les soumettre. Au nom du Conseil des fiduciaires, merci de vous être joints à nous ce soir pour une session d'information importante. Bonne soirée. Bonne nuit.